Bonsoir. D'abord, merci de l'invitation. Et avant de commencer, je voudrais m'ouvrir d'un certain inconfort à venir parler des abeilles et des insectes devant des apiculteurs qui probablement connaissent le sujet bien mieux que moi. Donc j'essaierai de ne pas être trop trivial et en même temps, je vais certainement rappeler des choses que vous savez déjà et que vous savez déjà bien mieux que moi. Peut-être qu'avant de commencer et de parler de cette question en particulier, ouvrir par une considération un petit peu plus large que la seule question des abeilles et des insectes, qui est que moi je m'occupe depuis une vingtaine d'années de sciences de l'environnement pour le journal Le Monde, donc ça rassemble un grand nombre de disciplines ou de domaines d'études, comme par exemple le climat, la chimie de l'atmosphère, la santé environnementale, les questions de risques environnementaux, d'abeilles, de pollinisateurs, etc. Et il me semble que dans cette histoire, une des choses les plus inquiétantes, c'est pas forcément que les abeilles et les insectes disparaissent, même si c'est déjà en soi très très inquiétant. Ce qui est très inquiétant, c'est que les gens remarquent le phénomène avant que les scientifiques n'alertent. Et ça, c'est quelque chose d'inédit en réalité. Enfin, en tout cas, pour le peu que j'en sache, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit avec les grands problèmes environnementaux, disons globaux, qu'on a rencontrés par le passé. Par exemple, dans les années 70 et 80, la question des pluies acides, personne n'a remarqué que la pluie s'acidifiait en Amérique du Nord. Les gens ne se sont pas dit la pluie est acide et voilà, les scientifiques ne sont pas arrivés en deuxième instance pour dire la pluie devient plus acide qu'auparavant à cause du dioxyde de soufre qui est émis dans l'atmosphère par les centrales à charbon. Ce qui s'est passé, c'est précisément l'inverse, c'est que les scientifiques ont anticipé et prévu. Là, comme ça. Donc les scientifiques ont prévu et ont mesuré ce qui se passait avant que les gens ne le remarquent. Et donc, c'est mieux que ça se passe comme ça, c'est plus vertueux puisqu'on peut régler le problème avant qu'il devienne absolument ingérable. Et de fait, il y a plein de gens qui aujourd'hui pensent que cette question des pluies acides était une pure fiction parce qu'ils ne l'ont pas éprouvée eux-mêmes. Elle est perçue comme ayant été une pure fiction précisément parce qu'on a pris des mesures à temps, en particulier un marché d'émissions, enfin bref, je ne passe les détails, mais les autorités américaines ont pris des mesures en temps et heure avant que le problème ne devienne ingérable. Il s'est passé la même chose avec le fameux trou dans la couche d'ozone dans les années 80, et on a signé un protocole de Montréal en 1987, qui est venu faire en sorte que les gens, tout d'un coup, ne se rendent pas compte, dans le sud de l'Argentine, qu'ils ont tous des cancers de la peau, parce qu'il y a un trou dans la couche d'ozone. C'est qu'en fait, il y a eu des mécanismes assez vertueux d'alerte dans la communauté scientifique et aussi parmi les dirigeants politiques qui les ont écoutés, qui ont pris des mesures en temps et heure. Avec le changement climatique, c'est un petit peu plus problématique, parce que le problème n'est évidemment pas réglé, le problème est beaucoup plus lourd et beaucoup plus systémique que les questions de dioxyde de soufre ou de chlorofluorocarbures et de couches d'ozone. Mais il n'en reste pas moins que dès 1979, donc il y a plus que 40 ans, on avait déjà des textes consensuels de la communauté scientifique, en particulier un rapport qui s'appelle le rapport Charney, qui avait été commandé par l'administration Carter donc, à la fin des années 70, qui avait été commandé à l'Académie des sciences américaines, et l'Académie des sciences américaines a commis les meilleurs experts sur le sujet, en particulier quelqu'un qui s'appelait Jules Charney, un physicien de l'atmosphère et professeur au MIT, et ce fameux rapport Charney qu'on peut trouver en ligne, qui est aujourd'hui disponible, qui fait une trentaine ou une quarantaine de pages, qui est un texte très simple à lire et très éclairant, ce qui dit en gros, il n'y a pas de raison de penser que si on met des gaz à effet de serre, plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, eh bien ça ne renforce pas l'effet de serre. Ce qui effectivement n'est pas très contre-intuitif. Il y a plus fort, il y a deux choses qui sont très importantes dans ce rapport. La première chose, c'est que l'évaluation de la sensibilité de l'atmosphère au dioxyde de carbone, c'est-à-dire l'évaluation de l'élévation de la température qui était attendue d'un doublement de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, était évaluée à environ 3,5-4,5 degrés. C'est aujourd'hui exactement ce à quoi on aboutit avec des supercalculateurs gigantesques, des milliers de chercheurs qui travaillent sur la question, etc. Et la deuxième chose, qui est la chose la plus consternante, c'est qu'il était écrit en toutes lettres que, vu l'inertie du système climatique, si on attendait de pouvoir mesurer le réchauffement climatique avant d'agir, il serait trop tard. C'est écrit en toutes lettres. Et effectivement, en 1979, on n'avait pas de signal encore, il n'y avait pas d'élévation de la température. On savait que ça allait arriver. Il n'y avait rien en tout cas qui pouvait nous laisser penser que ça n'arriverait pas. Et on savait que si on attendait que ça se produise avant d'agir, eh bien, il serait trop tard pour éviter les désagréments majeurs du phénomène. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire d'abeilles et d'insectes? Il se passe, à mon sens,
l'exact inverse. Il se passe que les gens, c'est-à-dire vous et moi, et singulièrement les gens qui ont plus de 40 ans, remarquent depuis une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années, qu'ils peuvent faire pari-Lyon en voiture sans qu'il y ait un seul impact d'insecte sur leur pare-brise. Et ça, c'est quelque chose d'absolument frappant. Et le fait que les gens s'en rendent compte avant que la communauté scientifique compétente n'alerte sur le sujet est, à mon avis, profondément inquiétant. D'une part, parce que ça signale quand même un dysfonctionnement général du système, et d'autre part, parce que si on remarque, si vous et moi, on est capable, avec nos faibles moyens expérimentaux qui consistent essentiellement à prendre la voiture, de remarquer qu'il y a un problème, ça veut dire que le problème est déjà absolument gigantesque, et probablement très compliqué à arrêter, ou à entraver, ou à inverser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait donc des années qu'on voit bien qu'il y a moins d'insectes, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, que ça n'est pas objectivé dans la littérature scientifique, donc dans les choses sérieuses qui sont prises en compte par les décideurs et les experts. Il faut attendre en fait très longtemps pour qu'on trouve quelque chose qui objective ce sentiment un peu général qu'il y a moins d'insectes, ou presque plus d'insectes parfois, dans l'environnement ou dans certains paysages. Donc il faut attendre octobre 2017 et la publication d'une étude dont vous avez certainement entendu parler, qui a fait beaucoup de bruit. C'est une étude qui a été conduite par des chercheurs néerlandais, britanniques et allemands sur 62 zones protégées d'Allemagne, et qui a récupéré des données historiques, quand elles existaient, et qui a simplement mesuré l'évolution de la biomasse d'insectes capturés dans des pièges standardisés, qu'on appelle des tentes malaises, peu importe. Et la conclusion, vous la voyez ici. Donc c'est une échelle logarithmique qui ne rend pas tout à fait compte de l'effondrement de la biomasse. Donc il s'agit de biomasse, donc il s'agit au poids, il ne s'agit pas de diversité d'espèces, etc. Et on voit qu'on perd 75% de la biomasse en l'espace de 27 ans, entre 1989 et 2016. Donc c'est une étude qui n'est pas hyper robuste, dans le sens où c'est une analyse rétrospective, donc c'est des données qui étaient déjà là, et que les chercheurs se sont arrangés pour analyser. Bon, donc il y a eu un certain nombre de critiques qui ont été faites, malgré tout. Enfin, moi, en tout cas, à titre de vous, je ne sais pas, mais moi, à titre personnel, je n'avais pas besoin de cette étude pour savoir qu'il y avait un problème. En tout cas, voilà, c'était publié dans la littérature en 2017. Alors, les esprits chagrins continuaient à douter un petit peu de cette réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'autres Allemands, sur 150 autres prairies, ont publié tout récemment, c'est-à-dire en décembre dernier, donc c'est vraiment tout frais. Ils ont publié la même manip, enfin le même genre de résultats, mais cette fois avec des données beaucoup plus solides, parce que c'était des données qu'ils ont récupérées de manière prospective, c'est-à-dire qu'ils ont défini un protocole pour récupérer des données dans l'objectif de les analyser de cette manière pour obtenir ce genre d'estimation. Et ce qu'ils trouvent est encore plus effrayant. Là, ils trouvent une baisse du nombre d'individus capturés, donc là, c'est pas au poids, c'est pas la diversité, c'est le nombre de bestioles. 78% de baisse entre 2008 et 2017, donc une décennie. Alors, et là, il ne s'agit pas uniquement des insectes, mais de tous les arthropodes, c'est-à-dire les myriapodes, les insectes volants, rampants, les araignées, etc. Pour la biomasse, c'est moins 67% en une décennie, et pour la diversité, 34%. Ça, c'est sur les prairies. Il y a d'autres résultats qui sont donnés sur les forêts qui sont un petit peu moins forts, mais qui, de la même manière, donnent la même direction. En France, on n'a pas de données publiées, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé, du même genre. Les seules données qui existent et qui ne sont pas encore publiées, elles ont été obtenues par les gens du CNRS et de l'INRA sur une zone atelier près de Chizé, qui s'appelle la zone atelier Plaine Val-de-Sèvres. Et Vincent Bretagnol lui dit qu'au cours des 24 dernières années, les carabes, donc des espèces de petites bestioles rampantes qui sont caractéristiques de ces paysages agricoles de Charente, eh bien c'est 83% de captures en moins en l'espace de 24 ans. Donc c'est des chiffres qui, globalement, sont du même ordre et qui montrent que en fait, c'est toute une variété de créatures qui est affectée, pas uniquement les abeilles, pas uniquement les pollinisateurs. On voit que toutes ces bestioles sont en train de disparaître à une vitesse qui, quand vous parlez à des entomologistes et que vous leur posez la question, comme moi chaque fois je le fais, que j'ai un entomologiste au téléphone, je lui demande, est-ce que s'il y a 40 ans ou 30 ans, on vous avait donné ces chiffres-là, est-ce que vous les auriez crus? Et je n'ai jamais rencontré personne qui me dise, oui, je l'aurais cru. Non, personne ne pouvait imaginer qu'il se passerait quelque chose de cette magnitude. Alors, on parle beaucoup de chiffres bruts, d'effondrement, de biomasse, de diversité, de bestioles, etc. Il y a un aspect qui n'a pas trop été porté dans la conversation publique, et qui est une partie de l'étude de Allemagne 2017, donc celle des 75%,
que vous voyez ici en haut à droite. Alors bon, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais en gros, sur chaque site, les chercheurs ont essayé de récupérer des données relatives à un certain nombre de paramètres, un certain nombre de choses qui sont en général mises en avant pour expliquer l'effondrement des insectes. C'est le taux d'azote dans les sols, c'est l'éclairage nocturne, c'est la température. Souvent, on attribue ce qui se passe au changement climatique, c'est très pratique. Aux précipitations, il y a plus ou moins d'eau. Aux jours de gel, quand ça gèle, les insectes ils n'aiment pas, etc. Voilà. Bon, bah, vous voyez que, à droite, là, vous voyez qu'aucun de ces paramètres... Alors, quand vous avez une barre qui monte, ça veut dire que la variation de ce paramètre-là, au cours des 27 années de l'étude, eh bien, cette barre qui monte, ça veut dire que le paramètre, il a plutôt favorisé les insectes plutôt qu'il ne les a détruits. Alors, vous voyez, par exemple, la température. La température, ça a plutôt favorisé les insectes. Ce n'est pas absolument extravagant comme idée. Et vous voyez que aucun de ces paramètres, ni leur somme, n'est capable d'expliquer ce qu'on observe. Et donc, la grande barre qui descend tout à gauche, où vous voyez unknown, donc inconnu dessus, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'inconnu qui s'est produit entre 1989 et 2016 et qui a provoqué cette catastrophe. Alors, on parle beaucoup, moi je prétends que cette chose inconnue, c'est essentiellement, pas uniquement bien sûr, parce que ces phénomènes complexes sont toujours multifactoriels comme on dit, mais qu'un élément déterminant principal, c'était l'introduction de quelque chose que vous connaissez bien qui s'appelle les néonicotinoïdes, et qui ont été introduits en France à la fin des années 80 sur toute une variété de cultures qui ne sont pas très attractives pour l'abeille, et ces produits ont été en particulier l'imidacloprid, donc le fameux gaucho, qui a été introduit en grande culture en 1993 en France. Alors pourquoi ces produits-là et pas d'autres? Il y a plein de produits, il y en a des centaines. Alors il y a une publi, encore une fois très très récente, elle est sortie à l'automne, en septembre, qui s'est intéressée à la variation de la charge toxique, l'évolution de la charge toxique de l'agriculture, des insecticides utilisés dans l'agriculture américaine. Alors pourquoi l'agriculture américaine? Simplement parce qu'on a les données. En France, je pense que les apiculteurs savent bien que c'est très compliqué d'obtenir des données sur le type de substances utilisées année après année, catégorie de substances par catégorie de substances, etc. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont regardé tout simplement, c'est un calcul très simple, ils ont regardé deux choses. Ils ont regardé la toxicité pour l'abeille, par contact et par ingestion. Par ingestion et par contact, pardon. La toxicité pour l'abeille et la persistance dans l'environnement. Et donc, quand vous avez ces deux données-là, eh bien, vous avez globalement un bon indicateur de l'accumulation de toxicité dans l'agriculture américaine au fil du temps, famille par famille. Et vous voyez que le bleu, là, à gauche, le bleu, c'est les néonicotinoïdes. Et donc, vous voyez que la charge toxique de l'agriculture américaine, du début des années 90 jusqu'en 2014, elle n'a pas été augmentée de 30 ou 40%, ou même 500%, ou même 1000%, elle a été multipliée par 48. Donc c'est un truc qui ne s'est jamais produit depuis qu'on a intensifié l'agriculture après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu d'événement de cette magnitude-là où on multiplie par 48 la toxicité de l'agriculture américaine pour les abeilles. Donc à droite, vous avez, la courbe est un petit peu moins impressionnante, c'est la toxicité par contact. Mais il n'en reste pas moins que, voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec ces produits? On a en fait créé des paysages qui sont des paysages insecticides, des paysages qui sont hostiles aux insectes. C'est pas très étonnant, c'est comme les gaz à effet de serre, c'est pas très étonnant qu'il y ait moins d'insectes dans des paysages qui sont devenus hostiles aux insectes. Il y a une chose qui est très intéressante dans cette courbe et qui n'est pas évidente au premier regard, c'est, vous voyez que c'est en 2004, hein, comme je vous disais, aux États-Unis, en 2004, il y a une sorte de discontinuité, il y a beaucoup plus de produits qui est utilisé tout d'un coup, et la raison de cette discontinuité, c'est l'utilisation de l'imidacloprid en grande culture, sur du soja notamment. Et là où c'est très intéressant, c'est que les scientifiques ont de très profondes réflexions sur la causalité, et en fait, en quelque sorte, la science n'est qu'une réflexion sur la causalité, à mon avis. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on dit oui, c'est une corrélation, mais on n'est pas sûr qu'il y ait une causalité, et la causalité est parfois quelque chose de très compliqué à établir. Bon là, on a vu qu'en France, en 93, quand on a introduit le gaucho, donc l'imidacloprid, sur le colza et le tournesol, on a vu que immédiatement, l'année d'après, les apiculteurs qui n'étaient pas loin se sont plaints de choses tout à fait surprenantes qui s'observaient.
Eh bien, il s'est passé exactement la même chose aux États-Unis. En 2005-2006, eh bien, vous avez les apiculteurs américains qui protestent et qui tirent la sonnette d'alarme, comme on dit, parce qu'ils perdent entre 40 et 70% de leur cheptel. Et c'est exactement l'année qui suit l'introduction de l'imidaclopride en grande culture aux États-Unis. Alors, quand on parle de toxicité de ces produits, souvent on a des images assez vagues en fait, de ce que c'est que la toxicité d'un produit. Moi j'aime bien reprendre une image qui est quand la paternité revient à Jean-Marc Bonmatin, et qui essaye de se figurer un petit peu qu'est-ce que c'est la toxicité de l'imidaclopride par exemple. Alors, il y a deux choses, il y a deux chiffres. Il y a la dose létale 50, c'est à peu près 4 à 5 nanogrammes par abeille. Et puis il y a combien on en utilise chaque année. Alors c'est un chiffre qui est très compliqué à obtenir parce qu'il y a plein d'histoires de secrets industriels, etc. Mais bon, le chiffre que j'ai trouvé qui circule pas mal dans la littérature scientifique et qui probablement donc est pas très loin de la réalité, c'est 20 000 tonnes par an au niveau de 2010. C'est uniquement pour l'imidaclopride et pas tous ses amis, la clothianidine, le dinotuféran, le thiaméthoxam et autres. Donc juste pour ce produit. Donc combien on peut tuer d'abeilles avec 20 000 tonnes d'imidaclopride? En fait, c'est simplement une division, donc n'importe qui peut faire ce calcul. C'est de l'ordre de 10 puissance 18, donc c'est de l'ordre du milliard d'abeilles. Bon, milliard d'abeilles, ça ne parle pas non plus. Donc c'est comme si, bon déjà c'est beaucoup plus d'abeilles qu'il n'en existe sur Terre, malheureusement. Mais c'est, par exemple, si on mettait une ruche de 30 000 abeilles, pour chaque mètre carré de terre émergée du nord du Groenland jusqu'au pôle sud. Et si vous mettez bout à bout ce train d'abeilles mortes, eh bien vous traversez le système solaire. Et il vous faut à peu près 3 ans pour le parcourir à la vitesse de la lumière, de bout en bout. Et ça, c'est chaque année, et c'est une seule molécule. Sachant qu'en plus, elle est persistante, elle a tout un tas de propriétés qui la rendent très désagréable. Donc tout ça pour dire que, bon, dans la littérature scientifique, quand vous regardez un petit peu ces histoires d'insectes qui disparaissent, d'abeilles, etc., vous verrez que c'est très compliqué. Que les gens, les scientifiques, les gens qui travaillent sur des sujets d'entomologie, d'écotoxicologie, etc., sont très sceptiques de la réalité du phénomène, de ses causes principales. Il y a toujours beaucoup de causes diverses et variées qui sont avancées, parfois tout à fait de bonne foi, qui sont avancées à égalité. Alors, je disais l'éclairage nocturne, le changement de la structure du paysage, tout un tas de choses. Bon, il se trouve que les insecticides sont faits pour tuer les insectes et on en met dans l'environnement suffisamment pour en tuer des quantités absolument phénoménales et qu'il n'y a pas de raison en fait que ça ne les tue pas. Alors, ça c'est une étude qui permet, qui est toute récente encore, que je n'ai pas pu intégrer dans mon bouquin malheureusement, mais qui est sortie il y a quelques semaines, quelques mois, fin 2019, et qui montre que cette histoire de multifactorialité, de causalité multiple, etc., parfois ça ne marche pas du tout. Alors là, il ne s'agit pas d'insectes, il s'agit de poissons. Alors l'histoire, c'est que donc l'imidaclopride, il a été utilisé sur toute une variété de cultures, en particulier sur le riz. Et en 1993, ça a été autorisé au Japon. On a commencé à tester des traitements de semences, comme nous on a fait avec le colza, etc., mais sur du riz. Et on a introduit ça dans une préfecture, une grande préfecture du Japon, qui s'appelle la préfecture de Shimane, qui est dans le sud-ouest de l'archipel, qui est une grande. Ça fait la préfecture de Shimane, c'est à peu près 6700 km², donc c'est un grand territoire. Et en 1993, on a utilisé, comme vous voyez ici, là, on a utilisé 100 kg d'imidaclopride en traitement de semences sur le riz. Donc 100 kg, c'est vraiment pas grand-chose. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Ici, vous voyez les données de capture, de pêche sur une grande pêcherie lacustre du Grand Lac de Shimane, où on sortait chaque année à peu près 300 tonnes de 2 espèces commerciales, l'anguille japonaise et puis un poisson dont je n'ai pas trouvé le nom en français, mais il n'y a probablement pas de nom vernaculaire d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'appelle le wakasagi au Japon, mais peu importe. Donc si vous prenez ces 2 espèces commerciales qui étaient à haute valeur commerciale, vous aviez à peu près 300 tonnes de poissons que vous tiriez de ce lac chaque année. Donc c'est une belle pêcherie. En 93, en une seule saison, vous voyez la courbe là, on arrive à 0 quasiment. On perd plus que 90% de la biomasse de poissons qu'on sortait de ce lac. C'était une pêcherie qui était exploitée de manière tout à fait durable depuis des décennies. Et il suffit de 100 kilos, donc presque rien, quoi,
d'imidaclopride en une année pour effondrer la pêcherie. Et là, vous voyez bien, il n'y a pas d'effet de paysage, on n'a pas changé le paysage dans le lac, il n'y a pas eu de changement climatique brusque et marqué en 1993, il n'y a pas eu d'éclairage nocturne dans le lac, il ne s'est rien passé de particulier, il s'est juste passé qu'on a utilisé 100 kg d'imidaclopride sur 6700 km², et le résultat, c'est ça. Et, alors évidemment, corrélation n'est pas causalité, etc. Alors justement, les chercheurs japonais qui ont publié cette étude, donc elle a été publiée dans Science, donc une des plus grandes revues scientifiques. Donc vous voyez tout en haut, en fait, c'est une mesure de l'abondance des macro-invertébrés et des larves d'insectes qui sont dans l'eau et qui servent de nourriture à ces deux espèces de poissons. Et bien vous voyez que en mai 93, brusquement, on arrive à zéro. Il n'y a plus la nourriture dont se nourrissent ces deux espèces. Et donc ça veut dire qu'on a voilà, une démonstration en grandeur réelle dans la nature, en conditions normales d'utilisation, de ce que peut produire l'utilisation de ces produits. Il y a une autre leçon à tirer de tout ça, c'est que vous pouvez très bien changer les pratiques agricoles sans que personne ne le sache. Et à quelques kilomètres de là, il se passe des choses absolument dramatiques qui ne seront jamais reliées à ce qui s'est passé dans les rizières. Tout simplement parce que les riziculteurs et puis les agrochimistes, ils ne font pas des communiqués de presse quand ils changent les pratiques agricoles. Donc personne ne le sait. Il s'est juste passé qu'à un moment donné, en 93, les pêcheurs de ce lac se sont rendus compte que leur filet était vide et qu'ils ne trouvaient plus les poissons qui se trouvaient dans ce lac qu'ils exploitaient depuis des années. Et donc il faut attendre, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il faut attendre que des chercheurs aient l'idée de réanalyser les données de qualité de l'eau depuis 1990 dans ce lac, qu'ils fassent un travail d'analyse, etc., pour publier ce genre de choses, donc plus que 2 décennies après que la catastrophe se soit produite. Ce qui aussi en dit long sur voilà, l'inertie en fait, des mécanismes d'alerte qui régissent un petit peu certains chercheurs, enfin en tout cas le monde scientifique. Alors une troisième chose qui est intéressante de noter, c'est que là on a les données, donc on peut faire une belle publication dans Science, etc. Mais la plupart des pêcheries lacustres, elles n'ont pas de données de capture. Il n'y a pas, pour plein de raisons historiques, le fait que les lacs ne sont pas partagés souvent entre plusieurs pays, donc il n'y a pas besoin de compter les poissons qu'on récupère pour pouvoir les montrer aux pays d'à côté pour leur montrer. Bref, donc il n'y a pas beaucoup de données de capture dans ces pêcheries lacustres tout autour du monde, et l'imidaclopride, c'est un des insecticides qui a été le plus utilisé au monde. Donc en fait, il est très probable que ce qui s'est passé à Shimane, ça se soit produit dans énormément d'autres endroits sans que jamais ça ait pu être proprement attribué à des changements de pratiques agricoles. Alors je passe rapidement sur en haut, sur ce chiffre-là sur les passereaux, des effets de l'imidaclopride à l'échelle de l'écosystème. Il n'y a pas eu seulement de démonstration propre pour les poissons, il y a eu aussi des publis sur les passereaux, en particulier aux Pays-Bas, où on s'est rendu compte que dans les régions des Pays-Bas où le taux d'imidaclopride dans les eaux de surface, dans les mares, les rivières, etc., était supérieur à une quantité minuscule d'imidaclopride, un 20 milliardième de grammes par litre, et bien vous perdez 3,5% des populations de passereaux chaque année, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'insectes. Et là encore, ça a été bien corrélé avec l'abondance des macro-invertébrés qu'on peut trouver dans l'eau, etc. Et il y a aussi des choses, comme vous voyez tout en bas, qui ne sont pas publiées dans la littérature, donc qui formellement n'existent pas, et dont à l'extrême je ne devrais pas vous parler. Ça, c'est une statistique qui est donnée par l'ONCFS, donc en France, hein, c'est la quantité d'oiseaux hivernant dans le golfe du Morbihan. Et vous voyez que donc ça c'est un index d'abondance de ces oiseaux d'eau qui hivernent dans ce golfe. Et vous voyez qu'en 1995, il se passe quelque chose de tout à fait surprenant. Il y a un effondrement de cet indice d'abondance. Alors, corrélation n'est pas causalité, mais 95, c'est, comme je vous disais, c'est juste après l'introduction de ces fameux néonicotinoïdes en grande culture en France. Donc il n'est pas très surprenant. D'ailleurs, les gens de l'eau, quand on leur pose la question, eux ne savent pas ce qui s'est passé. Eux, ils ont juste regardé la qualité de l'eau et la quantité d'oiseaux et ils disent, bah oui, c'est vrai que à partir de ce moment-là, on trouve un bouleversement de la répartition des invertébrés des eaux douces qui sont charriées vers le golfe et vers les zones humides tout autour. Et donc voilà, ils élaborent pas plus, mais bon, il est très probable que ce soit dû, encore une fois, à ces fameux produits. Bon, à chaque fois qu'on cherche, on trouve, en fait. Donc ça, c'est une pub toute récente aussi. Ça, c'est l'abondance de larves d'éphémères, ces petits papillons, qui vivent la plupart de leur temps d'existence à l'état de larves plutôt qu'à l'état de papillons, d'ailleurs. Et vous voyez, là, en rouge, c'est moi qui l'ai mis, hein, c'est pas dans la publi. En rouge, vous avez introduction
l'introduction de l'imidacloprid aux États-Unis en grande culture, et en bleu, vous avez l'abondance de ces larves dans le lac Erie. Et vous voyez que c'est pas très compliqué. Quand on utilise des insecticides, eh bien, on a moins d'insectes. Et d'ailleurs, il n'y en a plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que là, on est à 0. Et là, vous voyez aussi quelque chose de très intéressant, c'est que ces années-là, où on est quasiment à 0 aussi, c'est les années de gloire du DDT, où on mettait du DDT partout. Donc voilà, c'est aussi en fait quelque part d'assez... Voilà, ces données sont aussi quelque part rassurantes, ça montre qu'il y a une résilience de la nature et que si on arrête de faire n'importe quoi, eh bien ça peut remonter, quoi. Mais il n'en reste pas moins que dans les années 50, alors la publie en question, les chercheurs racontent que dans les années 50, paraît-il, aux États-Unis, il y avait certaines régions où on sortait les chasse-neige au printemps parce qu'il y avait tellement d'éphémères qui tombaient sur la route qu'il fallait les dégager, quoi. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors souvent, un argument est de dire oui, mais quand on arrête d'utiliser ces produits, les problèmes persistent, donc c'est bien que ce n'est pas ces produits-là qui sont en cause. Là, par exemple, vous avez l'illustration d'une autre de ces propriétés désagréables, en particulier l'imidacloprid, qui est de persister dans les sols, et comme il persiste dans les sols et qu'il est systémique, il est repris par les plantes qui poussent ultérieurement, qui s'imprègnent à leur tour du produit, et là, c'est une étude qui a été faite, là encore, par les gens de la zone atelier Plaine-Val de Sèvres. Ils ont regardé ce qui s'est passé entre 2013 et 2018 sur des colzas qui poussent sur des sols qui n'ont pas été traités par de l'imidacloprid, alors que l'imidacloprid était interdit d'utilisation sur les plantes mellifères, sur le colza dans le sol, etc., comme vous le savez très bien. Eh bien, on en retrouve encore dans le pollen et le nectar des plantes qui n'ont pas été traitées. Et c'est d'autant plus surprenant qu'il n'y a pas de claire décroissance de la fréquence de détection, de la quantité qu'on retrouve dans les pollens, dans les nectars des colzas. Et vraisemblablement, alors c'est ce qu'ils suspectent dans l'étude, il y a des mécanismes de remobilisation de ces produits avec les fortes pluies qui redistribuent le toxique dans des zones où il n'a jamais été utilisé et qui permet aux plantes de s'en réimprégner. Donc c'est une vraie catastrophe dont on n'est pas du tout sorti. Et normalement, la question qu'on doit tous se poser devant une telle catastrophe, c'est de se dire comment c'est possible qu'on ait laissé ces trucs-là arriver sur le marché. Comment? Parce que, quand vous regardez ça, si vous allez voir un gestionnaire du risque et vous lui dites bon, on va utiliser un produit, bon, le problème c'est que ça va tout dévaster autour et que même les pêcheries lacustres du coin vont s'effondrer en l'espace d'une seule saison, le gestionnaire du risque il va dire bon, on va pas le faire, on va pas utiliser ce produit. Et pourtant, il a été utilisé. Et donc, ça nous amène à quelque chose qui, à mon avis, est absolument, mais que vous connaissez très certainement mieux que moi, qui est la faillite de la réglementation, c'est la faillite de l'évaluation du risque qui a été préalable à l'autorisation de ces substances. Alors pourquoi c'est une faillite impardonnable? Là, vous avez un papier de 2001 qui a été fait par des gens de l'INRA, donc pas les Amis de la Terre, ou pas Greenpeace, ou pas des syndicats d'apiculteurs, et qui montre, donc vous voyez c'est dans le titre, un hiatus entre la toxicité chronique et la toxicité aiguë. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut beaucoup moins de produits pour tuer de manière chronique une abeille qu'il n'en faut pour la tuer de manière aiguë. En gros, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, si vous fractionnez les doses, eh bien, avec très peu de produits, beaucoup moins de produits qu'il n'en faut pour tuer une abeille, vous pouvez tuer beaucoup plus d'abeilles. Et vous pouvez en tuer tellement plus que ici, là, j'ai surligné en gras le passage important, c'est que si vous regardez une exposition répétée sur 8 jours, avec la même quantité de toxiques, par rapport à une exposition aiguë immédiate, vous pouvez tuer grosso modo 1000 à 10 000 fois plus d'abeilles. Donc il y a un hiatus d'un facteur 3 ou 4 ordres de grandeur entre la toxicité aiguë et la toxicité chronique. Alors pourquoi c'est important? C'est important du point de vue de la réglementation. Eh bien c'est important parce que la réglementation, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'occupe pas de toxicité chronique. Et que la seule donnée réglementaire à partir de laquelle on construit toute l'évaluation du risque pour ces produits, c'est une évaluation de la toxicité aiguë, donc la DL50, la dose létale 50, la dose qui tue immédiatement 50% statistiquement d'une population.
Alors ça, c'est un arbre de décision de l'EPPO. Donc l'EPPO, c'est une organisation intergouvernementale qui s'occupe de la protection des plantes, comme son nom l'indique, puisque c'est l'European Plant Protection Organization. Donc c'est un arbre de décision qui date de 2010. Alors déjà, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que cette publi, qui n'a pas été contestée, elle date de 2001. Donc ils avaient une décennie pour essayer de faire entrer d'une manière ou d'une autre cette idée dans la réglementation. Ils ne l'ont pas fait. Et donc ils ne l'ont pas fait, et que dit cet arbre de décision? Il dit en gros, on va essayer de mettre en place un système pour savoir si un produit est dangereux ou pas pour les abeilles, parce que là il s'agit uniquement d'abeilles. Et on voit que la clé c'est ici, hein, tout à droite. Et bien en gros, c'est si l'abeille n'est pas exposée à plus que 1/10 de la dose de toxicité aiguë, la dose létale 50 par jour, on considère qu'il n'y a pas de problème. Et donc évidemment qu'il y a un problème, puisque on est, même en faisant 1/10, on est 3-4 ordres de grandeur au-dessus d'un risque inacceptable. Et vous voyez que ça, c'est la beauté de la réglementation, c'est d'être très radical dans le choix des mots. Une fois que vous avez suivi ça, votre produit est à faible risque. Donc le truc qui est capable de flinguer une pêcherie lacustre en une saison, eh ben, en réalité, vous aviez tout faux, c'était un produit qui est à faible risque pour les abeilles et les insectes. Alors, l'ensemble des failles réglementaires, enfin de tous ces points aveugles de la réglementation, on peut le montrer très facilement ici. La toxicité aiguë pour l'abeille adulte, on essaie de la déterminer en laboratoire et on déduit en fait tout le mécanisme d'évaluation du risque à partir de cette donnée. C'est la règle, enfin, en tout cas c'est la réglementation, la guideline de l'EPPO. On n'essaye pas de déterminer la toxicité chronique, on n'essaye pas de déterminer la toxicité pour le couvain, on n'essaye pas de tester l'éventualité d'effets sublétaux, donc d'effets qui s'accumulent sur les générations, des effets sur la fertilité, sur l'immunité, sur la cognition, etc. On ne s'en occupe pas. Les effets synergiques avec d'autres produits, parce qu'il n'y a jamais un seul produit sur une parcelle, hein, il y a toujours plein de produits différents qui sont répandus. On n'essaye pas non plus de savoir ce que ça fait, pas plus avec des pathogènes, etc., etc. Et enfin, on ne teste rien d'autre que, pour les pollinisateurs, l'abeille domestique, alors qu'on sait de manière certaine, ça a été répété en 2015 par un rapport des Académies des sciences européennes, les ASAC, que les abeilles solitaires, les abeilles sauvages, sont beaucoup moins résilientes au stress chimique que les abeilles domestiques qui vivent en grande colonie, qui ont des marges d'adaptation. Enfin, tout ça, vous savez ça bien mieux que moi. Donc en fait, on a une réglementation qui est essentiellement aveugle au risque réel de ces produits. C'est un peu comme si on considérait que la cigarette est à faible risque pour les humains, parce que la dose létale 50 de la cigarette pour les humains, elle est très très élevée. Et évidemment, c'est vrai que du point de vue de l'évaluateur du risque, on pourrait dire oui, mais les gens ils vont pas fumer 1000 paquets de cigarettes pour mourir immédiatement, donc bon, on estime que c'est à faible risque. Donc c'est un peu le même genre de raisonnement qui a conduit à la mise sur le marché de ces produits. Alors c'est dommage parce que là ça marche pas, c'est la conversion c'est la conversion entre Mac et Apple. Bon, à la base c'est ici là, vous voyez, parce que voilà, une fois que vous avez fait cette histoire d'évaluation du risque sur le papier, les agrochimistes vous disent bah oui, mais vous exagérez, vous noircissez le tableau parce qu'on fait quand même des tests en plein champ. C'est vrai, il y a des tests en plein champ. Alors les tests en plein champ, y compris les tests en plein champ et les tests en laboratoire dont je vous parlais à l'instant, ont été évalués par l'EFSA en 2012, hein, donc vous pouvez retrouver le rapport si ça vous intéresse de lire la source. Et il se trouve que non seulement en laboratoire on n'a pas évalué grand chose, mais même en plein champ en réalité on n'évalue presque rien. Donc ce petit point là, c'est le champ test devant lequel on met une ruche, on traite le champ, on met la ruche, on s'en va, on revient. Alors évidemment c'est une colonie qui fait 10 000 individus, ce qui est déjà un problème parce que pour obtenir un effet statistiquement significatif, c'est plus compliqué de l'obtenir sur 10 000 individus que sur 30 000. Mais bon, la réglementation dit 10 000. Donc on a notre colonie de 10 000 bestioles, on les met devant le champ d'1 hectare traité, et puis on voit si les choses se passent correctement, et puis on fait la même chose avec un champ témoin, pas traité, un peu plus loin. Bon, le problème c'est que 1 hectare, vous êtes apiculteur, vous savez que ça va vous faire rigoler, mais une abeille domestique, c'est plusieurs kilomètres carrés qu'elle visite autour de sa ruche. Donc en fait, essentiellement, en faisant ça,
on mesure rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on construit un protocole expérimental qui est fait pour ne rien voir. Et c'est d'autant plus scandaleux qu'aujourd'hui, on n'a plus de paysage qui soit exempt de ces produits. Et donc, en fait, entre une colonie témoin et une colonie traitée, en réalité, on n'a aucun moyen de savoir exactement laquelle est traitée et laquelle est témoin. Et comme la réglementation n'exige pas qu'on aille analyser le pollen, les matrices apicoles pour savoir exactement à quoi elles ont été exposées, eh bien, la conséquence et le résultat, c'est qu'on ne voit rien, et qu'en réalité, on n'a rien voulu voir. Et quand on regarde d'ailleurs la façon dont ces tests ont été construits, parce qu'il y a des gens qui construisent ces tests, bien en fait, on se rend compte que très souvent, c'est des groupes de travail qui se réunissent dans des cadres plus ou moins informels, des groupes de travail qui fonctionnent au consensus et dans lesquels il y a en général 50% de gens qui sont des salariés de l'agro-industrie. Et donc, on a des systèmes très vertueux sur le papier où les gens travaillent ensemble pour construire des protocoles sûrs, raisonnables, etc., en réalité, et consensuels. En réalité, le consensus ne fait qu'une seule chose, c'est qu'il nivelle les choses par le bas. Alors souvent, il est opposé en fait, aux apiculteurs qui se plaignent ou aux gens qui regrettent de ne plus avoir d'insectes sur leur pare-brise. Il leur est opposé qu'il y a un consensus scientifique pour mettre ces produits sur le marché. Si c'est un consensus scientifique, c'est que c'est forcément solide. Donc on a vu qu'un consensus réglementaire n'est pas forcément un consensus scientifique. C'est vrai pour cette question-là, mais c'est vrai pour toute une variété de choses. C'est en particulier vrai pour le médicament. Et il y a dans cette salle des spécialistes de cette question qui savent très bien qu'un consensus réglementaire, vous pouvez avoir toutes les agences du monde qui décident qu'on va mettre sur le marché ce produit, on va mettre ce produit sur le marché, mais ce consensus réglementaire ne s'apparentera absolument pas, en aucun cas, à un consensus scientifique. Ça, c'est une publi très amusante qui a été faite par Laura Maxime et Jérôme van der Sluijs, qui a été publiée en 2010 et qui s'intéresse à ce qui se produisait dans cette période, à la fin des années 90, début des années 2000, où il y avait cette grande controverse sur le gaucho, et en particulier sur le gaucho sur colza et tournesol. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont posé des questions aux experts de Bayer, à différentes parties prenantes, comme on dit. Ils ont posé les mêmes questions à des apiculteurs, en bleu, c'est vous, tout en haut. En dessous, à l'AFSA, donc l'ancêtre de l'ANSES, donc les gens qui étaient chargés d'évaluer le risque. En dessous, en jaune, je ne sais pas si ça se voit, c'est les experts de Bayer, donc ceux qui commercialisaient le gaucho. Et en dessous encore, en turquoise, les chercheurs. Alors chercheurs, ils ont fait attention à ne prendre que des chercheurs qui publient activement sur le sujet, donc les gens qui produisent de la connaissance sur le sujet. Et en dessous, le ministère de l'Agriculture. Et ils leur ont posé la question, ils leur ont demandé quelle est la part de tous ces différents paramètres dans les troubles des abeilles qu'on observe que les apiculteurs rapportent. Et là, vous voyez quelque chose de merveilleux. Le gaucho, donc vous êtes ici, donc vous êtes très alarmiste, hein, vous dites que 80%, ce qu'on voyait, c'était le gaucho. Alors, ici, vous voyez que l'AFSA et Bayer, ils sont tout à fait d'accord pour dire que c'est presque rien, c'est 5%. Et donc c'est tout à fait surprenant de se dire que les gens, alors oui, les scientifiques sont là, ils sont presque d'accord avec eux, 75% à peu près. Donc c'est très surprenant et très contre-intuitif et très perturbant de se dire que les experts qui sont chargés d'évaluer les risques et de transmettre leur évaluation des risques aux gestionnaires du risque, c'est-à-dire au ministère, sont parfaitement d'accord avec Bayer et absolument pas d'accord avec les chercheurs qui publient sur ces sujets. Et donc là, vous avez la manifestation, enfin la preuve empirique en quelque sorte, qu'au moins sur ce sujet, le consensus réglementaire n'a absolument rien à voir avec le consensus scientifique. Et s'il faut insister là-dessus, c'est que en fait, la réglementation a à mon avis, hein, d'un point de vue épistémologique, pour utiliser un gros mot, un pouvoir performatif, c'est-à-dire que pour énormément de scientifiques qui sont parfaitement honnêtes, qui ne sont pas payés, qui sont pas spécialistes de cette question-là, quand on leur dit qu'il y a un énorme problème avec un produit, leur premier réflexe, ça va être de se dire, bon, attends, il y a une réglementation, il y a de la science derrière, les collègues n'ont pas fait n'importe quoi. Et donc, c'est probablement un peu exagéré. Il y a peut-être des petits problèmes, mais c'est probablement pas aussi grave que ce que ces géniards d'apiculteurs viennent nous raconter.
Et cette confusion-là entre consensus réglementaire et consensus scientifique, à mon avis, elle est centrale dans énormément de controverses socio-techniques sur le médicament, sur les histoires de pesticides, sur les perturbateurs endocriniens, sur énormément de sujets. Alors il y a des choses qui sont plus graves encore que ça, parce qu'à la limite, ça, vous pouvez dire, bon, la science est intacte, il s'agit juste d'évaluateurs du risque, qui sont des toxicologues généralistes, qui sont parfois des gens qui vont être embauchés par les entreprises qui le régulent, je suis sûr que vous avez des histoires en tête, bref, ou qui vont ensuite revenir, après avoir travaillé pour des firmes régulées, vers le régulateur, etc., etc. En réalité, à mon avis, sur cette question-là, le problème il est beaucoup plus profond. Bon, ça, j'ai pas bien indexé ça, mais je vais vous expliquer, c'est très simple. En bleu, j'ai cherché tout simplement dans une base de données de la littérature, sur Scopus, Apis mellifera, et j'ai fait une liste de tous les pathogènes naturels. Donc le petit coléoptère de la ruche, le varroa, Nosema serranée, les virus, Israël, machin, etc. Tous les trucs que vous connaissez. Mais uniquement des pathogènes naturels. Des pathogènes naturels dont des trucs qui n'ont pas été mis sur le marché, qui n'intéressent personne, on peut les détruire, il n'y a aucun problème. Ils sont là depuis très longtemps, bon, il faut vivre avec. Et en vert, j'ai fait la même manip avec Apis mellifera et la liste de nos produits chéris, donc imidaclopride, thiaméthoxam, clothianidine, dinofurane, néonicotinoïdes, etc., etc. Vous voyez quelque chose de quand même très perturbant, c'est que dès qu'on met ces produits sur le marché, eh ben, la recherche sur ces produits, elle ne décolle pas. En revanche, la recherche sur les pathogènes naturels, pof, elle part très rapidement, et il y a grosso modo un rapport de 1 à 5 à 1 à 6 entre la quantité de papiers publiés sur les pathogènes naturels et la quantité de papiers, d'études publiées dans la littérature scientifique sur les produits, les substances chimiques dont on parle. Et donc ça pose un énorme problème, parce que une fois que vous avez biaisé le corpus de la connaissance, quand vous avez une grande organisation intergouvernementale comme l'IPBES, par exemple, qui va faire une revue de la littérature et qui va essayer de voir que pensent les scientifiques de cette question de disparition des abeilles et des insectes, et bien qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver qu'il y a énormément de papiers sur les pathogènes naturels que personne n'a mis sur le marché, qui sont là de toute éternité, et il y a très peu de papiers, ou en tout cas beaucoup moins, sur les déterminants anthropiques, sur les intrants de synthèse. Et quelque part, ça va avoir un effet sur la manière dont se forgent les opinions scientifiques sur le sujet. Et les opinions scientifiques, elles sont bien évidemment centrales et cruciales, puisqu'elles valent bien plus que nos opinions, en tout cas l'opinion des gens qui ne publient pas dans la littérature et qui sont apiculteurs, journalistes ou autres. Alors malheureusement, ce ne sont pas les seuls déterminants de la situation qui nous occupe. Et ça, on en parle très peu, mais les grandes ONG de conservation sont aussi parfois financées par l'industrie agrochimique. Par exemple, l'UICN, donc l'UICN tout le monde connaît, espèce de Nations Unies de la conservation. Bon, l'UICN s'occupe très peu d'agriculture. L'UICN s'occupe de chasse, de trafic d'espèces protégées, de zones à sanctuariser, etc., mais très peu d'agriculture, et quasiment pas, ou pas du tout d'ailleurs, de ces questions de pesticides. Alors, corrélation n'est pas causalité, vous connaissez la musique, il n'en reste pas moins que l'UICN a comme membre une organisation qui regroupe toute la pétrochimie mondiale et toute l'agrochimie, Syngenta, Monsanto, Bayer, enfin, maintenant c'est les mêmes, ils ont BASF, toutes les entreprises qui ont un intérêt à écouler ce genre de produits. The Nature Conservancy, qui est la plus grande organisation de conservation américaine, la plus vénérable, la plus ancienne, la plus prestigieuse, etc., reçoit plusieurs millions de dollars par an de la part de Syngenta. Alors, quand vous parlez avec ces gens-là, ils n'ont pas du tout le sentiment d'être achetés ou corrompus, et ils ne le sont pas, de fait. Mais, comme tout le monde, vous n'avez pas tendance à mordre la main qui vous nourrit, donc ils vont vous dire, oui, c'est vrai que les néonicotinoïdes, les traitements systémiques préventifs, c'est pas très bon, c'est même probablement très mauvais, mais nous, on fait de la conservation en faisant des sanctuaires. Voilà. Donc il y a différentes façons de faire de la conservation, et manifestement, les sources de financement de ces organisations, elles déterminent un petit peu le type de conservation que vous allez promouvoir. Donc si vous faites l'expérience, vous allez sur le site de l'UICN, vous tapez hunting, la chasse, vous allez trouver des milliers de documents, de rapports, etc. Tapez néonicotinoïdes ou systemic pesticides, bon, vous allez trouver quelques pages, mais pas beaucoup plus. Et enfin, une fois que le tableau est presque complet, mais pas complètement, l'IPBES, donc vous avez tous entendu parler de l'IPBES, donc l'IPBES c'est l'équivalent du GIEC
pour la biodiversité. Donc c'est un organisme intergouvernemental qui a une importance absolument cruciale, puisqu'il est censé dire le consensus scientifique à un instant donné sur une question donnée. Il se trouve qu'en 2015, le galop d'essai de l'IPBES, qui venait d'être créé, le galop d'essai de l'IPBES, c'était un rapport sur précisément les pollinisateurs qui étaient considérés comme un problème crucial, urgent, majeur, qu'il fallait traiter vite. Alors, bon, le rapport, évidemment, c'est pas faux, hein, mais le rapport a été drafté, en tout cas le chapitre du rapport qui parle des déterminants, donc la question importante, hein, les déterminants de l'érosion des populations de pollinisateurs. Eh bien, ce chapitre a été drafté, il a été rédigé, la première version a été rédigée par une dame qui s'appelle Hélène Thompson et qui est employée de Syngenta et qui est une ancienne employée de la FERA, qui est l'équivalent de l'ANSES française. Alors, évidemment, moi je ne suis pas complotiste et moi je crois aux vertus de la science, de la démarche scientifique, de l'analyse collégiale des données, multidisciplinaire, etc., etc. Il n'en reste pas moins que les Français, les chercheurs français qui ont apporté leurs commentaires, puisque ce rapport, cette première version, elle a circulé dans la communauté scientifique compétente qui a pu y apporter des commentaires, corriger diverses choses, faire changer des paragraphes, etc. Il n'en reste pas moins que les chercheurs que moi j'ai interrogés et qui ont apporté ces commentaires-là, leurs commentaires à cette version préliminaire, étaient tous assez fâchés de la forme même du rapport, c'est-à-dire de la manière dont il était organisé, de ce sur quoi on avait mis l'accent par rapport à d'autres sujets. Donc ça ne me dit rien. Évidemment, le rapport, il existe, il parle des néonicotinoïdes, il n'y a pas de point aveugle majeur, mais ça ne préjuge pas de ce qu'il aurait été s'il avait été écrit par quelqu'un qui n'était pas salarié de l'industrie agrochimique. Alors, il y a d'autres techniques pour construire du doute ou de l'indécision, on va dire. Et par exemple, c'est quelque chose qui a été très bien fait pendant des années par l'industrie du tabac, c'est de créer du contentieux dans la littérature scientifique. Et là encore, je crois que dans la salle, il y a des gens qui en savent quelque chose. Alors, tout en haut, vous avez Common Pesticide Decreased Foraging Success and Survival in Honeybees. C'est un papier très célèbre de 2012 de Michael Henry, de l'INRA, qui a mis en œuvre un protocole expérimental très à la fois nouveau et très ambitieux, qui consistait à mettre des petites puces RFID, tout le monde connaît, je suis sûr que vous connaissez cette expérience, des petites puces RFID sur l'abdomen de butineuses, de les exposer à 1,34 milliardième de grammes de diaméthoxam, donc un de ces fameux néonicotinoïdes, et puis de les transbahuter à 1 km de leur ruche, puis de les lâcher, puis de voir si les abeilles traitées avaient un taux de retour à la ruche diminué par rapport aux abeilles qui n'avaient pas reçu le diaméthoxam. Et sans surprise, les neurotoxiques étant pas très bons pour les neurones, et les neurones ayant quelque chose à voir avec la cognition, l'orientation, etc., eh bien, les taux de retour à la ruche sont plus faibles chez les abeilles. Donc, par ailleurs, c'est aussi... Enfin, moi, j'ai un enfant qui a une dizaine d'années. Si je lui expliquais qu'on dépense des millions d'euros pour essayer d'être sûr que les neurotoxiques ne sont pas bons pour les neurones des abeilles, bon, je pense que ça les plongerait dans des abîmes de perplexité, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc les Français publient ce papier dans Science, et il a fait énormément de bruit puisqu'il a conduit en France à la suspension du diaméthoxam sur le colza ou le tournesol ou tout pareil. Mais immédiatement après, en tout cas peu de temps après, vous avez un technical comment, un commentaire technique de deux chercheurs qui protestent et qui disent vos résultats ne sont pas solides, non pas parce que les abeilles, non pas parce que vos données sont mauvaises, mais parce que le taux de reproduction, le taux de la dynamique démographique de la ruche est tel qu'elle efface le taux de retour diminué. Et donc, en gros, il y a effectivement 20 ou 30% des abeilles qui ne vont pas revenir à la ruche, mais ce n'est pas grave parce que le taux de croissance de la ruche est de l'ordre de 40% par semaine, un truc comme ça. Alors évidemment, c'est complètement faux. Quand on regarde les références, ils sont allés chercher des données qui remontent à 1979 ou 1980 dans des contextes qui n'ont rien à voir avec ceux dans lesquels ces abeilles-là ont été testées. Les Français, vous voyez comme c'est l'usage, répondent dans la revue et disent, ils démontrent qu'en fait leurs contradicteurs se plantent, mais il n'en reste pas moins que vous avez créé de la controverse, vous avez créé du débat, vous avez créé du doute, vous avez créé de l'indécision. Et qu'est-ce qui se passe ? Ici, vous voyez quelque chose de tout à fait scandaleux, c'est que l'université d'Exeter, qui emploie un des deux chercheurs qui conteste les résultats des Français, fait un communiqué de presse sur son commentaire technique. Et ça, je peux vous assurer qu'un communiqué de presse d'une université, c'est dans 99,9% des cas, c'est pour annoncer un résultat original, publié dans une belle revue, quelque chose qui va faire parler, etc., etc., voire quelque chose qui va être breveté, etc.
pas pour un commentaire technique. Un commentaire technique, ça n'existe pas de faire un... Enfin si, ça existe, mais c'est extraordinairement rare. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Donc moi je me suis posé la question, et j'ai trouvé la réponse, c'était pas très compliqué. Un des deux chercheurs qui fait ce commentaire était en train de négocier un partenariat avec Syngenta, encore eux, et allait faire financer un poste de son laboratoire, un poste d'assistant, par l'entreprise agrochimique. Et il se trouve que, c'est authentique, le jour où le commentaire technique, donc la contestation, a été acceptée par la revue, donc le 8 août 2012, ce jour-là, l'université met en ligne son offre d'emploi, son annonce, pour recruter un professeur associé financé par Syngenta. Sachant que le deuxième auteur de ce même papier sera embauché par Syngenta quelques mois plus tard. Donc vous voyez que là, il n'y a pas de question, c'est pas du complotisme, c'est pas de dire, il faut vraiment être soit complètement aveugle, soit complètement naïf pour ne pas voir dans cet échange une pure manipulation de l'industrie qui vise simplement à créer du contentieux. Et là, vous avez un autre acteur qui entre en lice, et vous pouvez admirer donc, le formidable esprit critique des journalistes, qui, en gros, repompe le titre du communiqué de presse de l'université d'Exeter dans tous les pays. Et donc sur la foi d'un commentaire technique faux, accepté par une revue, faux et accepté dans des conditions déontologiques extrêmement contestables, puisqu'il n'y avait aucun lien d'intérêt mentionné dans ce commentaire technique, et bien vous voyez que la presse bourdonne de titres qui montrent qu'il n'y a pas d'évidence, il n'y a pas de preuve entre le pesticide de Syngenta et le déclin des colonies. Donc en fait, je pense qu'une faillite de l'ampleur de ce dont on parle, quelque chose qui est aussi catastrophique, c'est pas forcément uniquement la faute des scientifiques ou des experts, c'est la faute de tout le monde, c'est aussi la faute des journalistes. Et moi j'ai écrit des articles absolument désastreux sur le sujet en 2012, j'ai des souvenirs très clairs, et quand je relis ce que j'ai écrit à cette époque-là, je pleure. Parce que j'ai été, comme tout le monde, je me suis fait enfumer. Alors ça, c'est une des autres beautés des partenariats publics-privés. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Vous vous souvenez de l'étude de Henry qui était contestée, bien vous avez l'étape d'après. Comme l'étude d'Henry n'était pas suffisamment solide, il fallait la reproduire dans des conditions réelles. Donc ça, c'est une forme de rigorisme épistémologique à simple tranchant, c'est-à-dire qu'on augmente tout le temps la charge de la preuve quand on ne veut vraiment pas entendre le résultat. Donc qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a dit, vous avez montré ça, mais vous avez exposé vos abeilles à 1,34 nanogrammes de thiaméthoxam en une seule fois, ce qui est scandaleux, parce que normalement, l'abeille, elle va butiner plein de fleurs, donc il faudrait l'exposer à 1,34 nanogrammes, mais en 50 fois dans la journée pour voir si elles reviennent bien à la ruche. Bref, c'est impossible expérimentalement de faire ça. Donc, on leur a dit, faites une expérience en plein champ. Vous allez disposer des ruches autour de champs traités au thiaméthoxam, et vous allez voir si, en fonction du gradient, de la proximité des ruches aux parcelles traitées, eh bien vous allez voir s'il y a une différence de taux de retour à la ruche en pesant je ne sais pas s'ils ont pesé les ruches ou s'ils les ont marquées aussi, enfin bref, en tout cas, ils ont reproduit, ils les ont marquées aussi. Donc ils ont marqué des un échantillon de butineuses dans chacune des colonies dispersées autour des champs traités, et ils ont regardé lesquelles revenaient, lesquelles ne revenaient pas. Et ils retrouvent, sans surprise, le fait que les insecticides neurotoxiques, c'est pas génial pour les neurones, et qu'il y a effectivement moins d'abeilles qui rentrent à la ruche à mesure qu'elles se rapprochent, que leur ruche est disposée proche des champs traités au thiaméthoxam. Alors, l'étude coûtait très cher, etc., la recherche n'a pas d'argent, et donc vous voyez que dans les partenaires, il y avait Terzinovia, qui est le partenaire industriel qui représente la filière des protéo-oléagineux, l'INRA, le CNRS, etc. L'étude est publiée, et ça c'est un extrait du communiqué de presse qui est estampillé par le CNRS, l'INRA, ACTA, l'ITSAP et Terzinovia, et qui dit, cependant, les chercheurs n'ont pas observé d'altération des performances des ruches exposées, les quantités de miel produites n'ont pas été impactées par le gradient d'exposition aux cultures issues des semences traitées à l'insecticide. Et pourquoi c'est important cette phrase? Parce que quand Vincent Bretagnol, qui est un des co-auteurs de cette étude, est auditionné à l'Assemblée
juste avant qu'on prenne une loi pour suspendre ces trucs-là, évidemment, vous avez tout un tas de députés qui ne connaissent rien à la toxicologie, mais qui ont sous le nez le communiqué de presse et ce truc-là qui est surligné. Et ils lui disent, mais monsieur Bretagnol, ça n'a rien changé à la production de miel. Pourquoi est-ce que vous nous embêtez avec le thiaméthoxam? En fait, ce communiqué de presse est un pur trucage. Et ce sont les chercheurs eux-mêmes qui le disent, et ils ont protesté d'ailleurs, enfin bref, je passe les détails, mais en gros, la puissance statistique de l'étude permet simplement de savoir s'il y a des abeilles qui sont moins probablement rentrées à la ruche après avoir été plus exposées au thiaméthoxam, mais certainement pas d'évaluer la production de miel, les variations de production de miel, ou les variations de performance des colonies en question. Donc c'est comme si vous avez 5 personnes, vous les faites fumer pendant 1 mois et elles sont toujours vivantes, ben donc la cigarette ça fait rien. C'est la même chose, statistiquement c'est pas significatif, donc c'est éthiquement absolument contestable de présenter les choses sous cette forme. Moi j'ai écrit dans Le Monde que ce communiqué de presse était un trucage validé par l'INRA et le CNRS, je n'ai reçu aucun droit de réponse. Ok. Et quand je les ai appelés, l'INRA, donc je leur ai demandé, je leur ai posé la question, je leur ai dit mais quand même, vous n'avez pas un souci là de communication? Et il me dit, mais on n'est pas du tout d'accord avec ce communiqué de presse, alors que le communiqué de presse était publié sur leur propre site. Enfin bref. Donc voilà tout ça pour complaire aux financeurs privés, Terzinovia, qui eux au contraire trouvent très bien qu'on communique au public sur des choses qui ne sont pas statistiquement significatives. Par comparaison, je ne sais pas si vous vous souvenez de quelqu'un qui s'appelait Gildéric Serralini, qui avait publié une étude pareil sur des rats, sans aucun traitement statistique, les mêmes lui ont sauté sur le rat en disant c'est un scandale de publier des choses sans traitement statistique, il n'y a pas de... Sans quoi je pense qu'ils avaient raison, mais ouais, vous avez une sorte de scepticisme à simple tranchant qui est assez clair dans cette histoire. Bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'il est déjà tard. En gros, je vous parlais tout à l'heure de réglementation. Là, ici, par exemple, bon, c'est trop petit pour lire, mais en gros, vous avez des études qui sont versées au dossier d'homologation. Donc ça, c'est l'extrait en question, c'est le dossier d'homologation de 2005 de l'imidacloprid. Et vous avez si vous lisez ça, vous avez plein de résumés qui disent qu'il n'y a pas de problème. On a testé avec des champs témoins sur tant de centaines d'hectares, il n'y a aucun problème, jamais de problème. Mais ces études sont secrètes, on ne peut pas les voir, on n'a pas accès aux données, on ne peut rien critiquer, on ne peut pas observer la manière dont les chercheurs en question, les scientifiques ont travaillé. Tout ça est protégé par le secret industriel. Et il se trouve que par hasard, l'étude là en question, Femme de Leygue et Cluzot 1999, eh bien moi je l'avais, et donc je savais exactement ce qu'il y avait dedans. Et en fait, si vous lisez ce texte, si vous lisez le résumé, qui est repris par l'évaluateur du risque, par l'EFSA en l'occurrence, eh bien vous voyez que les abeilles qui ont été placées dans les champs traités ne se comportaient pas différemment de celles qui étaient dans les champs témoins. Seulement les champs témoins étaient traités eux aussi. Et ils étaient traités avec plus de produits que le champ traité. C'est-à-dire qu'on avait mis de l'imidacloprid sur le champ traité, et le reste, on y avait mis du lindane, des herbicides, des fongicides, tout un tas de choses. Parfois, sur une des expériences, il y a même utilisation d'un autre pesticide systémique que vous connaissez bien, qui s'appelle le fipronil, et qui servait de témoin. Donc c'est de la fraude aux témoins, et c'est ce qui permet la mise sur le marché de ces produits. Donc le secret industriel est donc très pratique, il permet simplement de soustraire à la critique scientifique des choses qui sont absolument scandaleuses. Honnêtement, des trucs comme ça, il y en a un paquet. Moi j'ai récupéré les 80 études réglementaires qui sont versées à ce dossier, et je les ai filées à des copains qui vont peut-être publier quelque chose là-dessus, et qui vont simplement regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces études qui permettent la dispersion de milliers de tonnes de produits actifs dans l'environnement. Et il y a de fortes chances que ce ne soit pas très brillant. Bon, je vais pas... c'est très long, donc j'ai encore d'autres choses, mais... alors voilà, oui, ça c'est intéressant. Ça c'est... je suis sûr que vous connaissez cette étude, non? C'est la grande étude européenne que tout le monde attendait. 3 millions d'euros d'argent public et un protocole standardisé gigantesque pour évaluer la mortalité des colonies, du sud de l'Espagne jusqu'au nord de la Laponie, enfin bref, quelque chose où des gens ont été formés spécialement pour aller visiter les ruchers, poser les bonnes questions, faire les bons prélèvements, toujours de la même façon, récupérer les données de manière extrêmement rigoureuse, etc. Bref. Donc beaucoup d'argent dépensé. Vous voyez, bon, là, il y a le truc intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a une sorte de gradient nord-sud, on a l'impression que quand même les abeilles meurent beaucoup plus au
dans le nord de l'Europe que dans le... Alors ça, c'est juste la mortalité hivernale. Hein. Donc, 10 et 14 en France, c'est uniquement la mortalité hivernale. Il y a la même chose pour la mortalité estivale, du même ordre de grandeur. Donc vous voyez qu'en fait, on perd entre 20 et 40 à 45% avec un gradient. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'est-ce qu'on a cherché. Quand vous prenez le rapport qui a été publié en 2013, donc un rapport pas publié dans la littérature, mais disons un rapport technique des instituts qui étaient... donc il y avait ANSES, il y avait Epilobi, donc ça c'est le nom de l'étude épidémiologique, eh bien, vous n'avez pas, donc le rapport fait une 50aine de pages, vous n'avez pas une seule fois le mot pesticide. Vous n'avez pas une seule fois le mot même phytosanitaire. Vous n'avez même pas une seule fois le mot agriculture. Et tout le rapport consiste à gloser sur les pathogènes naturels qu'on a récupérés dans les matrices apicaux, dans les colonies qui ont été testées, qui ont été enrôlées dans l'étude. Donc c'est un effort. C'est comme si vous faisiez une étude épidémiologique pour élucider les causes majeures du cancer du poumon sans jamais poser la question aux gens de savoir s'ils fument ou pas. Et où dans le rapport, dans le rapport technique, il n'y a pas le mot tabac, il n'y a pas le mot cigarette, il n'y a pas le mot cigaretier, il n'y a rien. Il y a uniquement le fait, est-ce que vous vivez en ville ou à la campagne, est-ce que vous mangez de la viande ou pas, enfin bref, ce genre de choses. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'ont fait les agences, c'est pas une exagération, c'est vraiment ce qu'ont fait les agences pendant des années en Europe, c'est-à-dire de tout faire pour ne pas traiter le problème, jusqu'à en fait construire des protocoles absurdes. Et quand on pose la question aux agences, on leur dit mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas au moins relevé, au moins fait des prélèvements dans les matrices apicoles pour savoir à quoi étaient exposées ces abeilles? On dit mais ça coûte très cher mon bon monsieur. Et c'est vrai que ça coûte cher. Mais il n'empêche que on en vient à faire pareil, à soumettre ça à des journalistes qui vont faire des titres pour essayer de noyer pour noyer le poisson in fine. Ça explique là le jaune qui est là-haut. Ici, là Ouais, le seul jaune là qui est dans le pays, ouais, je sais, non, je vous avoue que c'était pas expliqué. Oui, c'est vrai que c'est surprenant, 3,2 c'est très peu, ouais, c'est très peu. J'ai aucune idée. Bon, on a un petit peu de temps, Olivier, ou... Ouais ? Un quart d'heure. Alors, un autre effet, une autre manière de construire des controverses. Alors ça, c'est pas des insectes, c'est pas des abeilles, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus médiatique et beaucoup plus important. En un sens, c'est les oiseaux, parce que les gens, ils s'en foutent des insectes, ça les intéresse pas plus que ça, à part les abeilles qui sont sympathiques, qui font du miel, etc. Mais bon, puis sinon, les insectes, c'est pas trop... quand vous travaillez dans un journal généraliste et que vous défendez les insectes, c'est un peu ridicule, quoi. C'est pas très... il y a des gens qui défendent les chômeurs, les ouvriers, l'économie de marché, ça. Vous, quand vous défendez les insectes, vous êtes un peu la cinquième roue du carrosse. Mais les oiseaux, ça c'est important parce que les gens, ils aiment bien les oiseaux. Les oiseaux, elles chantent, c'est joli. Et non, mais c'est très important dans la perception des Chaudière. Tout le monde se souvient de cet épisode. C'était un communiqué de presse commun du CNRS et du Muséum national d'histoire naturelle qui disait en gros, on a perdu... C'est vrai que le chiffre est complètement aberrant, on a perdu 30% des oiseaux des champs en l'espace de 15 ans. Donc un tiers de ce qu'on avait a disparu en 15 ans dans les paysages agricoles. Donc c'était très frappant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars 2018, quand Nicolas Hulot était encore dans cette galère, il a fait tout un discours à l'Assemblée qui a été applaudi. Tout l'hémicycle s'est levé pour applaudir. Il a fait un discours dramatique pour dire la vie s'effondre, etc., etc. Donc c'était quelque chose de très consensuel et très grave. Et par malheur, dans leur communiqué, les chercheurs du muséum et du CNRS faisaient une liste de causes, et dans cette liste, il y avait les néonicotinoïdes, et en particulier l'utilisation forcenée du gaucho, qui est resté à l'époque utilisé sur le blé. Et très rapidement, on a vu apparaître dans la conversation médiatique un contre-feu avec une professeure d'une grande radio nationale qui a fait une sorte un débugage, un fact-checking comme on dit, pour dire mais pas du tout. Les insecticides, les pesticides, c'est une cause tout à fait mineure et la principale cause de la disparition des oiseaux, c'est bien évidemment le paysage, le fait qu'il n'y ait plus de haies, qu'il n'y ait plus de bosquets, qu'il n'y ait plus de choses comme ça.
Alors, moi, j'ai pas eu le temps de les mettre là, mais moi, j'ai récupéré sur le site du ministère, en fait, les données d'évolution de la quantité de haies, de bosquets, de surfaces boisées en France, qui ne s'effondrent pas du tout. C'est-à-dire que si vous faites la somme de tout ça, ça augmente depuis les années 90. Il y a eu tout un tas d'incitations qui ont été mises en œuvre depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, notamment par les politiques européennes, qui fait que les gens replantent des haies, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup moins de haies aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ou 20 ans. Et la grande période de remembrement et de simplification du paysage, c'est plutôt les années 50 et 60, quand on a vraiment tout comblé, tout rasé, etc. Mais il n'en reste pas moins que cette consoeur dit, voilà, moi j'ai une étude qui montre que la structure du paysage, c'est 3 à 4 fois plus important que les pesticides qu'on utilise dans les parcelles. Bon. Alors, quand on vous dit j'ai une étude scientifique, tout d'un coup vous êtes quand même un petit peu, vous vous sentez minable, vous vous dites ah bon, s'il y a une étude scientifique qui le dit, alors bon, voilà. Puis bon, moi je suis allé récupérer l'étude scientifique en question. En fait, il y en a 2. La première, la deuxième, dans la même revue. Et là où c'est magnifique, c'est que les chercheurs qui font les publiés en question, c'est ceux qui font l'alerte. C'est ceux qui font le communiqué de presse, ou en tout cas c'est une partie d'entre eux, ils font le communiqué de presse. C'est des gens que je connais, qui sont super, c'est des gens du muséum, c'est des gens du CNRS, qui sont des écologues, qui sont des gens qui sont pas malhonnêtes, qui sont pas vendus, qui sont sincèrement convaincus de l'utilité sociale de ce qu'ils font, et qui sont des conservationnistes, des biologistes, des amoureux des oiseaux, etc., etc. Mais à la fin des papiers, vous voyez, this study, alors cette étude était financée par BASF, et nous remercions chaleureusement Juan Pascal, Silke Steiger, Stéphanie Fritz-Piou, Michel Moritz-Berry pour la coordination de l'étude. C'est très très surprenant de lire un truc pareil dans une étude publiée dans la littérature. En général, les gens qui coordonnent l'étude, ils sont dans les auteurs, ils ne sont pas dans les remerciements. Et puis surtout, on ne sait pas qui c'est ces gens, quoi. Donc, c'est pas de l'enquête journalistique de haut vol, hein. On fait un copier-coller, on va dans Google, on cherche qui sont Juan Pascal ou Silke Steiger. C'est tous les gens du service d'écotoxicologie de BASF. Et donc, ces gens-là ont coordonné donc, une étude signée par le muséum et le CNRS et ils l'ont financée. Alors, encore une fois, je ne vais certainement pas vous dire que les auteurs sont corrompus, sont méchants, qu'il faut les pendre au écrou, etc. Pas du tout. En fait, simplement, quand vous travaillez dans ces conditions-là, à un moment donné, vous devez avoir accès à des données que vous n'avez pas. Et vous n'avez pas d'argent pour faire votre recherche en plus. Donc vous êtes un petit peu à poil. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé, et c'était le ministère qui leur demandait de faire ça dans le cadre d'un programme de phytopharmacovigilance, de travailler avec l'industrie pour élucider cette question. Est-ce que ce sont vraiment les insecticides qui tuent, qui érodent les populations d'oiseaux ? Et donc, là, c'est l'autre étude, c'est la même chose. Hein. Alors là, en plus de BASF, il y a des Bayer. Donc il y a une liste encore plus longue de gens qui ont apparemment soit revu le manuscrit, soit coordonné l'étude, soit etc. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, c'est très intéressant de voir comment, avec de la science conventionnelle, publiée, honnête, l'irruption d'un partenaire privé peut changer complètement les choses. Comment ils ont fait cette étude ? En fait, c'est très intéressant de s'attarder sur le protocole expérimental. Même si c'est un petit peu complexe, je pense que c'est très éclairant. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sélectionné plusieurs centaines de parcelles d'exploitation agricole. Et sur chacune de ces exploitations, ils sont allés, sur chaque parcelle, compter, parce que les gens du muséum sont très forts pour faire ce genre d'opération, de compter les oiseaux, de les identifier, d'avoir un indice à la fois de leur abondance, de la diversité, de ce qu'on trouve sur les parcelles, etc. Donc ils ont compté les oiseaux, et puis ils ont regardé s'il y avait des haies, etc. Donc ils ont indexé ça dans des tableaux, et puis ils ont demandé à chaque agriculteur d'écrire les traitements qu'il avait effectués sur chacune de ces parcelles. Et donc, même si on n'a pas la technique statistique pour traiter les données, on voit bien un peu ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire des corrélations entre l'intensité du traitement à base de pesticides de chaque parcelle et la présence ou non de structures paysagères, de haies, de bosquets, etc., etc. Et ils ont essayé de mettre ça en relation avec les populations à venir. Qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent que les pesticides, ça n'explique pas grand-chose. Et effectivement, le paysage, c'est 3 à 4 fois plus lourd. Alors, où est la manip ? En fait, elle est simple. Il y en a 3. La première, c'est qu'ils font cette manip sur un grand nombre, en fait, il y en a peut-être même plus que 3. Ils font cette manip sur un grand nombre de parcelles
qui sont toutes conduites en conventionnel et qui sont toutes des parcelles céréalières. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez, c'est comme si donc, vous faites une étude épidémiologique sur une population, seulement vous sélectionnez la population, c'est des gens qui fument au moins un paquet de cigarettes par jour. Et vous regardez lesquels vont avoir des cancers du poumon. Vous n'avez pas trouvé une différence phénoménale entre les gens qui fument un paquet de cigarettes par jour et les gens qui fument un paquet et demi de cigarettes par jour. Parce que sur les parcelles, donc il n'y a pas de bio, donc il n'y a pas de contrôle, quoi. Encore une fois. Il n'y a pas de témoin. Tout le monde est... Donc vous diminuez de toute manière le gradient d'exposition des oiseaux à des produits, enfin en tout cas à des paysages qui sont imprégnés par les substances. Ça c'est le premier truc. Deuxième entourloupe, enfin j'aime pas le mot entourloupe, mais donc le deuxième biais, on va dire, c'est que l'étude elle est faite sur une toute petite période de temps, sur 3-4 ans. Et elle est faite à une période où il n'y a pas d'évolution majeure des intrants. Donc en fait, de dire c'est le paysage, c'est pas les pesticides, c'est quelque chose qui est observé dans l'espace, mais pas forcément dans le temps. Donc ça veut dire qu'il y a une hypothèse de travail sous-jacente, qui est de dire qu'il n'y a pas eu d'évolution majeure dans les traitements qu'on a utilisés. Il n'y a pas eu un changement de molécules, ce genre de choses. Or c'est faux, puisque depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a des changements majeurs de molécules qui sont utilisés. Donc là encore, on écrase le gradient d'exposition. Troisième chose qui est encore plus problématique, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte les traitements de semences, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs ont rempli des tableaux, donc quand vous allez regarder les supplémentaires et matériaux, vous voyez que chacun a coché les cases, a dit combien il y en a un, mais l'analyse qui a été faite, c'est uniquement une analyse de ce qui a été pulvérisé. Ce qui enrobait les semences, donc précisément les insecticides systémiques, n'a pas été inclus dans l'analyse. Donc là encore, c'est la même chose. Si vous cherchez le déterminant du cancer du poumon, mais que vous demandez à personne si les gens sont fumeurs ou non fumeurs, eh bien forcément, vous n'allez pas pouvoir incriminer la cigarette. Et donc, vous avez une succession de biais qui, quand on les additionne, fait que, évidemment, c'est toujours le paysage qui va sortir. Là où c'est amusant, c'est qu'eux-mêmes sont surpris de ce qu'ils trouvent. Et dans un de ces deux papiers, ils disent « c'est étrange, on ne trouve aucun effet des insecticides ». Et c'est probablement parce qu'on épand très peu d'insecticides. Ben non. Si on ne trouve aucun effet des insecticides, ils disent bien, les insecticides, ça tue les insectes, il y a moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux. Donc on s'attend à ce que les insecticides, ils aient un impact sur les populations d'oiseaux, et puis on ne trouve pas. Et donc, l'idée de dire, c'est parce qu'ils utilisent très peu d'insecticides qu'on ne voit pas de lien avec les insecticides, non. C'est qu'ils n'ont pas pris en compte l'insecticide majeur qui est dans le sol, qui n'est pas utilisé en pulvérisation foliaire, puisque c'était le principal intérêt de nos amis néonicotinoïdes, c'est précisément qu'on évite d'épandre, de pulvériser des organophosphorés, des choses comme ça, qui sont des neurotoxiques monstrueux, des cancérogènes, etc. C'est justement pour améliorer les choses du point de vue de la santé des opérateurs, des agriculteurs et des riverains. Donc vous voyez comment, avec des gens qui sont honnêtes, qui sont des bons scientifiques, parce que je suis convaincu qu'en fait, ces gens-là ne sont pas rompus aux pratiques agricoles, et je pense que ce n'est pas leur culture, et voilà. Et tout ce qui relevait de la culture, justement, de l'agronomie, de l'agriculture, des traitements, etc., ce n'était pas eux qui avaient l'expertise, c'était les gens qui sont remerciés dans les acknowledgements à la fin des papiers. C'était les gens des firmes. Et donc, vous voyez comment... C'est très grave, en fait, parce que ça finit au ministère. Et ça, c'est dans le programme de phytopharmacovigilance. C'est-à-dire qu'en fait, le ministre, lui, il dit moi j'ai pas de problème, moi j'ai les gens du muséum et du CNRS, ils me disent que il n'y a pas de souci avec ces produits-là, j'ai le résultat des 2 publis de l'étude de phytopharmacovigilance qui disent il n'y a pas d'effet sur les oiseaux, donc il n'y a pas d'effet sur les oiseaux, donc rentrez chez vous, apiculteurs, journalistes, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est un autre exemple de biais ou de malfaçon qu'on peut trouver dans la littérature et qui finit par avoir un impact énorme sur les politiques qui sont conduites. Alors, tout ce que je vous ai raconté, j'ai pas du tout la prétention de vous dire que c'est un consensus scientifique, parce que c'est pas du tout un consensus scientifique. Et si vous regardez dans la littérature, il y a plein de chercheurs qui sont tout à fait d'accord avec ce que je raconte, mais il y en a aussi d'autres qui vont dire non, la disparition éventuelle des insectes, c'est quelque chose qui est compliqué, on ne sait pas si on a de bonnes preuves, parce que c'est vrai qu'on a des preuves qui ne sont pas très bonnes en réalité. Malgré tout ce que je viens de dire, les preuves sont faibles. Et c'est à mon avis là que les journalistes ont une sorte de rôle à jouer que les scientifiques ne peuvent pas remplir. Enfin,
Moi, j'aurais bien aimé ne pas avoir à écrire ce bouquin et le laisser à Jean-Marc Bonmatin, Gérard Arnold, des gens qui connaissent bien mieux ces sujets que moi et qui auraient pu écrire finalement la même chose. Et en fait, quand je leur demande mais pourquoi toi tu le fais pas, eh bien, eux ils disent mais moi je suis un scientifique, moi je peux dire uniquement ce que je peux prouver. Bon, moi je suis journaliste et donc je n'ai pas besoin de prouver les choses avec une p-value inférieure à 0,05. Je peux me permettre de dire des choses que je sais sans pouvoir les prouver. Par exemple, je sais que le Figaro est un journal de droite et j'ai aucune preuve. Et personne n'a de protocole expérimental publié pour me dire le Figaro est un journal de droite. Et pourtant, je le dis. Et le Monde Joker. De toute façon, sur le Monde, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous n'aurez pas de preuve non plus. Donc, ça, en fait, ça amène à une considération que moi je trouve à la fois intéressante et aussi inquiétante, qui est que à partir du moment où vous parlez de l'environnement au sens large et de ce que vous avez introduit dans l'environnement, eh bien vous perdez la possibilité de prouver quoi que ce soit. Parce que tout simplement, on n'a qu'une seule planète. On ne peut pas remonter le temps pour refaire l'expérience sans les néonicotinoïdes pour être vraiment sûr que c'est ça qui a causé la plus grande part du désastre dont je viens de vous parler. Donc on ne peut pas refaire l'expérience. Et donc, vous ne verrez jamais dans la littérature scientifique un papier où un chercheur ou une équipe ferait une hiérarchie des causes. Alors voilà, l'effondrement des insectes, c'est dû à d'abord le changement climatique, ensuite les néonicotinoïdes, ensuite le changement de la structure du paysage. Vous n'aurez jamais ça. La seule chose que vous aurez, et c'est ce que vous trouvez partout, c'est une accumulation de choses dont on sait qu'elles ont joué un rôle, mais sans hiérarchie, parce que la hiérarchie est simplement impossible à établir avec un niveau de preuve scientifique, c'est-à-dire avec des données, des éléments qui sont reproductibles. Évidemment, on n'a qu'une seule planète, et donc on ne peut pas reproduire les expériences, tout simplement. Dernière chose pour achever de vous déprimer. Une fois qu'on a raconté tout ça, on peut aussi se dire, bon, on est des humains, on est 7,8 milliards, il faut nourrir tout le monde, les insectes, les abeilles, les oiseaux, tout ça c'est bien gentil, mais il faut du rendement, voilà, il faut assurer la sécurité alimentaire mondiale, et donc on utilise des insecticides systémiques, c'est comme ça. Eh bien en fait non. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en plus, ça ne sert à rien. Dans 95% des cas, les traitements préventifs protègent les cultures contre des ravageurs qui ne sont pas sur les parcelles. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils contaminent l'environnement et qu'ils enrichissent les gens qui les produisent et qui les vendent. C'est tout. Il y a un petit avantage, malgré tout, pour les agriculteurs, c'est que c'est une forme d'assurance, dans le sens où bon, vous êtes sûr d'avoir votre récolte. Pas emmerdé avec le risque de tout perdre parce que vous avez un ravageur, vous n'avez pas traité à temps, etc. Et le principe même du traitement préventif, donc le principe même des insecticides systémiques en traitement de semences, fondamentalement, en termes de sécurité alimentaire, d'efficacité générale du système, il ne sert à rien. Alors ça, c'est une review sur le soja qui est sortie malheureusement juste après que j'ai publié mon bouquin, donc j'ai pas pu la mettre dedans, mais bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est connu. Et pour finir, je vais vous raconter une histoire qui est, malgré tout, une histoire qui incline un petit peu d'espoir. Dans le nord-est de l'Italie, en Vénétie, qui est une grande région de maïsiculture, il y a un agronome qui connaît très bien le terrain depuis une trentaine d'années et qui relève année après année sur chaque parcelle la présence de tel ou tel ravageur. Et quand il a vu tous les maïsiculteurs se mettre à utiliser des traitements préventifs systémiques au début des années 2000, il était effondré, parce qu'il leur disait, mais les amis, vous traitez vos trucs contre des ravageurs qui sont présents sur 5% de vos parcelles. Mais bon, les gens continuent parce que bon, souvent ils ont du mal à se fournir en semences qui ne sont pas traitées. Enfin bref, il y a tout un écosystème socio-économique très compliqué auquel moi je ne comprends pas grand-chose, mais qui fait que les agriculteurs sont incités ou parfois contraints à utiliser ces substances. En 2008, en Italie, il y a eu tout un tas de choses qui se sont produites avec ces produits et ils ont été progressivement retirés ou restreints, etc. Et puis en 2015, il leur a dit, écoutez, arrêtez les conneries. Maintenant, au lieu de dépenser 30 à 40 euros de l'hectare en chimie préventive, mettez 10 fois moins dans un fonds commun assurantiel. Et celui qui perd sa récolte, eh bien, il est indemnisé au cours du maïs dont ont bénéficié les autres. Alors apparemment, ça a mis des années à ce qu'ils convainquent suffisamment de monde.
Et puis il a réussi à convaincre des gens, et puis c'est pas des petits agriculteurs, c'est-à-dire que l'idée que la grosse agriculture elle est nécessairement accro aux intrants, en fait bon c'est pas si vrai que ça manifestement. C'est des grandes entreprises, c'est des grandes parcelles, c'est des grosses fermes. Et donc les gens ont mis 3 à 4 euros par hectare, et ce qui s'est passé c'est qu'en 2015, il a lancé son fonds assurantiel, 2016, et les gens ont tellement peu perdu, et donc les gens ont arrêté de traiter, hein. Les gens ont tellement peu perdu leur récolte qu'ils n'arrivaient pas à dépenser le fonds. C'est-à-dire que même 5% de présence de ravageurs sur les parcelles, c'était déjà trop. Et donc la première année, ils n'ont réussi à dépenser que la moitié du fonds. Donc ils avaient plein d'argent, ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils ont investi ça dans des structures collectives, des choses très sympathiques. Et depuis, ils continuent à faire comme ça, sans contaminer l'environnement, avec le même type d'assurance, mais un système socio-économique plutôt qu'un système chimique. Puis en plus un système qui crée du lien social, qui crée de la proximité, qui n'est pas uniquement de la compétition, mais aussi de la collaboration et de l'entraide. Et ça marche très bien. Donc voilà. Moi j'ai posé la question à l'ANSES quand ils ont fait leur rapport sur les néonicotinoïdes. Alors Lorenzo Furlan, c'est pas un rigolo, hein, c'est pas un... son expérience, elle a été publiée dans une revue d'agronomie avec les chiffres, avec tout le protocole, avec comment il a travaillé avec les agriculteurs, etc. Donc c'est disponible dans le corpus de la connaissance. C'est pas une idée en l'air que je vous raconte comme ça. Hein. Il y a des références. Et donc moi j'ai demandé aux autorités françaises si elles avaient pris en compte ce genre de système pour remplacer les néonicotinoïdes au moment où on a commencé à les retirer du marché. Et la réponse du jour, c'est pas mûr. Bon, voilà. C'est pas mûr. Merci beaucoup.